20 ans après, partie 12. Chapitre 43. L'oncle et le neveu. Le cheval et le laquais de Winter l'attendaient à la porte. Il s'achemina alors vers son logis, tout pensif et regardant derrière lui de temps en temps pour contempler la façade silencieuse et noire du Louvre. Ce fut alors qu'il vit un cavalier se détacher, pour ainsi dire, de la muraille et le suivre à quelque distance. Il se rappela avoir vu, en sortant du palais royal, une ombre à peu près pareille. Le laquais de lord de Winter, qui le suivait à quelques pas, suivait aussi de l'œil ce cavalier avec inquiétude. « Tony, dit le gentilhomme en faisant signe au valet de s'approcher. « Me voici, monseigneur. » Et le valet se plaça côte à côte avec son maître. « Avez-vous remarqué cet homme qui nous suit ?»« Oui, milord. »« Qui est-il ?»« Je n'en sais rien. Seulement, il suit votre grâce depuis le palais royal, s'est arrêté au Louvre pour attendre sa sortie, et repart du Louvre avec elle. »« Quelque espion du cardinal, dit de Winter à part lui. Feignons de ne pas nous apercevoir de sa surveillance. » Et, piquant des deux, il s'enfonça dans le dédale des rues qui conduisaient à son hôtel situé du côté du Marais. Ayant habité longtemps la place royale, lord de Winter était revenu tout naturellement se loger près de son ancienne demeure. L'inconnu mit son cheval au galop. De Winter descendit à son hôtellerie et monta chez lui, se promettant de faire observer l'espion. Mais, comme il déposait ses gants et son chapeau sur une table, il vit dans une glace qui se trouvait devant lui une figure qui se dessinait sur le seuil de la chambre. Il se retourna. Mordaunt était devant lui. De Winter pâlit et resta debout et immobile. Quant à Mordaunt, il se tenait sur la porte, froid, menaçant et pareil à la statue du commandeur. Il y eut un instant de silence glacé entre ces deux hommes. « Monsieur, dit de Winter, je croyais déjà vous avoir fait comprendre que cette persécution me fatiguait. Retirez-vous donc, ou je vais appeler pour vous faire chasser comme à Londres. Je ne suis pas votre oncle, je ne vous connais pas. »« Mon oncle, répliqua Mordaunt de sa voix rauque et railleuse, vous vous trompez. Vous ne me ferez pas chasser cette fois, comme vous l'avez fait à Londres. Vous n'oserez. Quant à nier que je suis votre neveu, vous y songerez à 2 fois, maintenant que j'ai appris bien des choses que j'ignorais il y a 1 an. »« Et que m'importe ce que vous avez appris ?» dit de Winter. « Oh, il vous importe beaucoup, mon oncle, j'en suis sûr, et vous allez être de mon avis tout à l'heure, » ajouta-t-il avec un sourire qui fit passer un frisson dans les veines de celui auquel il s'adressait. « Quand je me suis présenté chez vous la première fois, à Londres, c'était pour vous demander ce qu'était devenu mon bien. Quand je me suis présenté la seconde fois, c'était pour vous demander ce qui avait souillé mon nom. Cette fois, je me présente devant vous, pour vous faire une question bien autrement terrible que toutes ces questions, pour vous dire, comme Dieu dit au premier meurtrier, « Caïn, qu'as-tu fait de ton frère Abel ?»« Milord, qu'avez-vous fait de votre sœur qui était ma mère ?» De Winter recula sous le feu de ses yeux ardents. « De votre mère ?» dit-il. « Oui, de ma mère, milord, » répondit le jeune homme en jetant la tête de haut en bas. De Winter fit un effort violent sur lui-même, et plongeant dans ses souvenirs pour y chercher une haine nouvelle, il s'écria « Cherchez ce qu'elle est devenue, malheureux, et demandez-le à l'enfer. Peut-être que l'enfer vous répondra. » Le jeune homme s'avança alors dans la chambre jusqu'à ce qu'il se trouvât face à face avec lord de Winter, et, croisant les bras, « Je l'ai demandé au bourreau de Béthune, » dit Mordaunt d'une voix sourde et le visage livide de douleur et de colère. « Et le bourreau de Béthune m'a répondu. » De Winter tomba sur une chaise comme si la foudre l'avait frappé, et tenta vainement de répondre. « Oui, n'est-ce pas ?» continua le jeune homme.
Avec ce mot, tout s'explique. Avec cette clé, l'abîme s'ouvre. Ma mère avait hérité de son mari, et vous avez assassiné ma mère. Mon nom m'assurait le bien paternel, et vous m'avez dégradé de mon nom. Puis, quand vous m'avez eu dégradé de mon nom, vous m'avez dépouillé de ma fortune. Je ne m'étonne plus maintenant que vous ne me reconnaissiez pas. Je ne m'étonne plus que vous refusiez de me reconnaître. Il est malséant d'appeler son neveu. Quand on est spoliateur, l'homme qu'on a fait pauvre. Quand on est meurtrier, l'homme qu'on a fait orphelin. Ces paroles produisirent l'effet contraire qu'en attendait Mordaunt. De Winter se rappela quel monstre était Milady. Il se releva, calme et grave, contenant par son regard sévère le regard exalté du jeune homme. « Vous voulez pénétrer dans cet horrible secret, monsieur ?» dit de Winter. « Eh bien, soit. Sachez donc quelle était cette femme dont vous venez aujourd'hui me demander compte. Cette femme avait, selon toute probabilité, empoisonné mon frère. Et, pour hériter de moi, elle allait m'assassiner à mon tour. J'en ai la preuve. Que direz-vous à cela ? Je dirais que c'était ma mère. Elle a fait poignarder, par un homme autrefois juste, bon et pur, le malheureux duc de Buckingham. Que direz-vous à ce crime dont j'ai la preuve ? C'était ma mère. Revenue en France, elle a empoisonné dans le couvent des Augustines de Béthune une jeune femme qu'aimait un de ses ennemis. Ce crime vous persuadera-t-il de la justice du châtiment ? Ce crime, j'en ai la preuve. « C'était ma mère !» s'écria le jeune homme qui avait donné à ces 3 exclamations une force toujours progressive. Enfin, chargée de meurtre, de débauche, odieuse à tous, menaçante encore comme une panthère altérée de sang, elle a succombé sous les coups d'hommes qu'elle avait désespérés et qui jamais ne lui avaient causé le moindre dommage. Elle a trouvé des juges que ces attentats hideux ont évoqués. Et ce bourreau que vous avez vu, ce bourreau qui vous a tout raconté, prétendez-vous, ce bourreau, s'il vous a tout raconté, a dû vous dire qu'il avait tressailli de joie en vengeant sur elle la honte et le suicide de son frère. Fille pervertie, épouse adultère, sœur dénaturée, homicide, empoisonneuse, exécrable à tous les gens qui l'avaient connue, à toutes les nations qui l'avaient reçue dans leur sein. Elle est morte maudite du ciel et de la terre. Voilà ce qu'était cette femme. Un sanglot plus fort que la volonté de Mordaunt lui déchira la gorge et fit remonter le sang à son visage livide. Il crispa ses poings, et le visage ruisselant de sueur, les cheveux hérissés sur son front comme ceux d'Hamlet, il s'écria, dévoré de fureur. « Taisez-vous, monsieur ! C'était ma mère. Ces désordres, je ne les connais pas. Ces vices, je ne les connais pas. Ces crimes, je ne les connais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'avais une mère. C'est que 5 hommes, ligués contre une femme, l'ont tuée clandestinement, nuitamment, silencieusement, comme des lâches. Ce que je sais, c'est que vous en étiez, monsieur. C'est que vous en étiez, mon oncle, et que vous avez dit comme les autres, et plus haut que les autres. Il faut qu'elle meure. Donc, je vous en préviens, écoutez bien ces paroles, et qu'elles se gravent dans votre mémoire de manière que vous ne les oubliez jamais. Ce meurtre qui m'a tout ravi, ce meurtre qui m'a fait sans nom, ce meurtre qui m'a fait pauvre, ce meurtre qui m'a fait corrompu, méchant, implacable, j'en demanderai compte à vous d'abord, puis à ceux qui furent vos complices quand je les connaîtrai. » La haine dans les yeux, l'écume à la bouche, le poing tendu, Mordaunt avait fait un pas de plus, un pas terrible et menaçant vers de Winter. Celui-ci porta la main à son épée et dit, avec le sourire de l'homme qui depuis 30 ans joue avec la mort. « Voulez-vous m'assassiner, monsieur ? Alors je vous reconnaîtrai pour mon neveu, car vous êtes bien le fils de votre mère. »« Non, » répliqua Mordaunt, en forçant toutes les fibres de son visage, tous les muscles de son corps à reprendre leur place et à s'effacer. « Non, je ne vous tuerai pas, en ce moment du moins, car sans vous, je ne découvrirai pas les autres. Mais quand je les connaîtrai, tremblez, monsieur. J'ai poignardé le bourreau de Béthune, je l'ai poignardé sans pitié, sans miséricorde,
et c'était le moins coupable de vous tous. » À ces mots, le jeune homme sortit et descendit l'escalier avec assez de calme pour n'être pas remarqué. Puis, sur le palier inférieur, il passa devant Tony, penché sur la rampe, et n'attendant qu'un cri de son maître pour monter près de lui. Mais De Winter n'appela point. Écrasé, défaillant, il resta debout et l'oreille tendue. Puis seulement, lorsqu'il eut entendu le pas du cheval qui s'éloignait, il tomba sur une chaise en disant « Mon Dieu, je vous remercie qu'ils ne connaissent que moi. » Chapitre 44. Paternité. Pendant que cette scène terrible se passait chez Lord de Winter, Athos, assis près de la fenêtre de sa chambre, le coude appuyé sur une table, la tête inclinée sur sa main, écoutait des yeux et des oreilles à la fois Raoul qui lui racontait les aventures de son voyage et les détails de la bataille. La belle et noble figure du gentilhomme exprimait un indicible bonheur au récit de ses premières émotions si fraîches et si pures. Il aspirait les sons de cette voix juvénile qui se passionnait déjà aux beaux sentiments, comme on fait d'une musique harmonieuse. Il avait oublié ce qu'il y avait de sombre dans le passé, de nuageux dans l'avenir. On eût dit que le retour de cet enfant bien-aimé avait fait de ses craintes mêmes des espérances. Athos était heureux, heureux comme jamais il ne l'avait été. « Et vous avez assisté et pris part à cette grande bataille, Bragelonne ?» disait l'ancien mousquetaire. « Oui, monsieur. Et elle a été rude, dites-vous. Monsieur le prince a chargé 11 fois en personne. C'est un grand homme de guerre, Bragelonne. C'est un héros, monsieur. Je ne l'ai pas perdu de vue un instant. Oh, que c'est beau, monsieur, de s'appeler Condé, et de porter ainsi son nom. Calme et brillant, n'est-ce pas? Calme, comme à une parade, brillant, comme dans une fête. Lorsque nous abordâmes l'ennemi, c'était au pas. On nous avait défendu de tirer les premiers, et nous marchions aux Espagnols, qui se tenaient sur une hauteur, le mousqueton à la cuisse. Arrivé à 30 pas d'eux, le prince se retourna vers les soldats. « Enfants, dit-il, vous allez avoir à souffrir une furieuse décharge. Mais, après, soyez tranquilles, vous aurez bon marché de tous ces gens. » Il se faisait un tel silence qu'amis et ennemis entendirent ces paroles. Puis, levant son épée, « Sonnez, trompette, dit-il. »« Bien, bien. Dans l'occasion, vous feriez ainsi, Raoul, n'est-ce pas ? » ?»« J'en doute, monsieur, car j'ai trouvé cela bien beau et bien grand. Lorsque nous fûmes arrivés à 20 pas, nous vîmes tous ces mousquetons s'abaisser comme une ligne brillante, car le soleil resplendissait sur les canons. « Au pas, enfants, au pas, dit le prince, voici le moment. »« Eûtes-vous peur, Raoul ? » demanda le comte. « Oui, monsieur, répondit naïvement le jeune homme. Je me sentis comme un grand froid au cœur, et au mot de « feu » qui retentit en espagnol dans les rangs ennemis, je fermai les yeux et je pensais à vous. « Bien vrai, Raoul ? » dit Athos en lui serrant la main. « Oui, monsieur. Au même instant, il se fit une telle détonation qu'on eût dit que l'enfer s'ouvrait et ceux qui ne furent pas tués sentirent la chaleur de la flamme. Je rouvris les yeux, étonné de n'être pas mort, ou tout au moins blessé. Le tiers de l'escadron était couché à terre, mutilé et sanglant. En ce moment, je rencontrai l'œil du prince. Je ne pensais plus qu'à une chose, c'est qu'il me regardait. Je piquai des deux, et je me trouvais au milieu des rangs ennemis. Et le prince fut content de vous? Il me le dit du moins, monsieur, lorsqu'il me chargea d'accompagner à Paris monsieur de Châtillon, qui est venu donner cette nouvelle à la reine et apporter les drapeaux pris. Allez, me dit le prince, l'ennemi ne sera pas rallié de 15 jours. D'ici là, je n'ai pas besoin de vous. Allez embrasser ceux que vous aimez et qui vous aiment, et dites à ma sœur de Longueville que je la remercie du cadeau qu'elle m'a fait en vous donnant à moi. Et je suis venu, monsieur, ajouta Raoul en regardant le comte avec un sourire de profond amour, car j'ai pensé que vous seriez bien aise de me revoir. Athos attira le jeune homme à lui et l'embrassa au front comme il l'eût fait à une jeune fille. Ainsi, dit-il, vous voilà lancé, Raoul. Vous avez des ducs pour amis, un maréchal de France pour parrain, un prince du sang pour capitaine,
et dans une même journée de retour, vous avez été reçu par 2 reines. C'est beau pour un novice. Ah, monsieur, dit Raoul tout à coup, vous me rappelez une chose que j'oubliais dans mon empressement à vous raconter mes exploits. C'est qu'il se trouvait chez Sa Majesté la Reine d'Angleterre un gentilhomme qui, lorsque j'ai prononcé votre nom, a poussé un cri de surprise et de joie. Il s'est dit de vos amis, m'a demandé votre adresse et va venir vous voir. Comment s'appelle-t-il ? Je n'ai pas osé le lui demander, monsieur, mais quoiqu'il s'exprime élégamment, à son accent, j'ai jugé qu'il était anglais. Ah, fit Athos, et sa tête se pencha comme pour chercher un souvenir. Puis, lorsqu'il releva son front, ses yeux furent frappés de la présence d'un homme qui se tenait debout devant la porte entr'ouverte et le regardait d'un air attendri. « Lord de Winter !» s'écria le comte. « Athos, mon ami !» Et les 2 gentilshommes se tinrent un instant embrassés. Puis Athos, lui prenant les 2 mains, lui dit en le regardant : « Qu'avez-vous, milord ? Vous paraissez aussi triste que je suis joyeux. »« Oui, cher ami, c'est vrai. Et je dirais même plus. C'est que votre vue redouble ma crainte. » Et De Winter regarda autour de lui comme pour chercher la solitude. Raoul comprit que les 2 amis avaient à causer et sortit sans affectation. « Voyons, maintenant que nous voilà seuls, dit Athos, parlons de vous. »« Pendant que nous voilà seuls, parlons de nous, répondit lord de Winter. Il est ici. Qui ? Le fils de Milady. Athos, encore une fois frappé par ce nom qui semblait le poursuivre comme un écho fatal, hésita un moment, fronça légèrement le sourcil, puis d'un ton calme. « Je le sais, dit-il. »« Vous le savez ? Oui, Grimaud l'a rencontré entre Béthune et Arras, et est revenu à Franc-Étrier pour me prévenir de sa présence. »« Grimaud le connaissait donc ? » ?»« Oui. »« Non, mais il a assisté à son lit de mort un homme qui le connaissait. »« Le bourreau de Béthune !» s'écria de Winter. « Vous savez cela ? » dit Athos étonné. « Il me quitte à l'instant, » répondit de Winter. « Il m'a tout dit. Ah, mon ami, quelle horrible scène ! Que n'avons-nous étouffé l'enfant avec la mère !» Athos, comme toutes les nobles natures, ne rendait pas à autrui les impressions fâcheuses qu'il ressentait, mais, au contraire, il les absorbait toujours en lui-même et renvoyait en leur place des espérances et des consolations. On eût dit que ces douleurs personnelles sortaient de son âme transformée en joie pour les autres. « Que craignez-vous » dit-il, revenant par le raisonnement sur la terreur instinctive qu'il avait éprouvée d'abord. « Ne sommes-nous pas là pour nous défendre ? Ce jeune homme s'est-il fait assassin de profession, meurtrier de sang-froid ? Il a pu tuer le bourreau de Béthune dans un mouvement de rage, mais maintenant sa fureur est assouvie. » De Winter sourit tristement et secoua la tête. « Vous ne connaissez donc plus ce sang ?» dit-il. « Bah, » dit Athos en essayant de sourire à son tour, « il aura perdu de sa férocité à la 2e génération. D'ailleurs, ami, la Providence nous a prévenus que nous nous mettions sur nos gardes. Nous ne pouvons rien autre chose qu'attendre. Attendons. Mais, comme je le disais d'abord, parlons de vous. Qui vous amène à Paris ? Quelques affaires d'importance que vous connaîtrez plus tard. Mais qu'ai-je ouï dire chez Sa Majesté la Reine d'Angleterre ? Monsieur d'Artagnan est à Mazarin. Pardonnez-moi ma franchise, mon ami. Je ne hais ni ne blâme le cardinal, et vos opinions me seront toujours sacrées. Seriez-vous par hasard à cet homme ? Monsieur d'Artagnan est au service, dit Athos. Il est soldat. Il obéit au pouvoir constitué. Monsieur d'Artagnan n'est pas riche et a besoin pour vivre de son grade de lieutenant. Les millionnaires comme vous, milord, sont rares en France. Hélas, dit de Winter, je suis aujourd'hui aussi pauvre et plus pauvre que lui. Mais revenons à vous. Eh bien, vous voulez savoir si je suis Mazarin ? Non, 1000 fois non. Pardonnez-moi aussi ma franchise, milord. De Winter se leva et serra Athos dans ses bras. Merci,
comte, dit-il. Merci de cette heureuse nouvelle. Vous me voyez heureux et rajeuni. Ah, vous n'êtes pas Mazarin, vous, à la bonne heure. D'ailleurs, ce ne pouvait pas être. Mais, pardonnez encore, êtes-vous libre? Qu'entendez-vous par libre? Je vous demande si vous n'êtes point marié. Ah, pour cela non, dit Athos en souriant. C'est que ce jeune homme, si beau, si élégant, si gracieux, c'est un enfant que j'élève et qui ne connaît pas même son père. Fort bien, vous êtes toujours le même, Athos, grand et généreux. Voyons, milord, que me demandez-vous? Vous avez encore pour amis messieurs Porthos et Aramis. Et ajoutez d'Artagnan, milord. Nous sommes toujours 4 amis dévoués l'un à l'autre, comme autrefois, mais lorsqu'il s'agit de servir le cardinal ou de le combattre, d'être Mazarin ou frondeur, nous ne sommes plus que 2. Monsieur Aramis est avec d'Artagnan? Demanda lord de Winter. Non, dit Athos. Monsieur Aramis me fait l'honneur de partager mes convictions. Pouvez-vous me mettre en relation avec cet ami si charmant et si spirituel? Sans doute, dès que cela vous sera agréable. Est-il changé? Il s'est fait abbé. Voilà tout. Vous m'effrayez. Son état a dû le faire renoncer alors aux grandes entreprises. Au contraire, dit Athos en souriant, il n'a jamais été si mousquetaire que depuis qu'il est abbé, et vous retrouverez un véritable Galaor. Voulez-vous que je l'envoie chercher par Raoul? Merci, comte, on pourrait ne pas le trouver à cette heure chez lui, mais puisque vous croyez pouvoir répondre de lui, comme de moi-même. Pouvez-vous vous engager à me l'amener demain à 10 heures sur le pont du Louvre? Ah ah, dit Athos en souriant, vous avez un duel? Oui, comte, et un beau duel. Un duel dont vous serez, j'espère. Où irons-nous, milord? Chez Sa Majesté la Reine d'Angleterre, qui m'a chargé de vous présenter à elle, comte. Sa Majesté me connaît donc? Je vous connais, moi. Énigme, dit Athos. Mais n'importe, du moment où vous en avez le mot, je n'en demande pas davantage. Me ferez-vous l'honneur de souper avec moi, milord? Merci, comte, dit de Winter. La visite de ce jeune homme, je vous l'avoue, m'a ôté l'appétit et m'ôtera probablement le sommeil. Quelle entreprise vient-il accomplir à Paris? Ce n'est pas pour m'y rencontrer qu'il est venu, car il ignorait mon voyage. Ce jeune homme m'épouvante, comte. Il y a en lui un avenir de sang. Que fait-il en Angleterre? C'est un des sectateurs les plus ardents d'Olivier Cromwell. Qui l'a donc rallié à cette cause? Sa mère et son père étaient catholiques, je crois. La haine qu'il a contre le roi. Contre le roi? Oui, le roi l'a déclaré bâtard, l'a dépouillé de ses biens, lui a défendu de porter le nom de Winter. Et comment s'appelle-t-il maintenant? Mordaunt. Puritain et déguisé en moine, voyageant seul sur les routes de France. En moine, dites-vous? Oui, ne le saviez-vous pas? Je ne sais rien que ce qu'il m'a dit. C'est ainsi, et que par hasard, j'en demande pardon à Dieu si je blasphème, c'est ainsi qu'il a entendu la confession du bourreau de Béthune. Alors, je devine tout, il vient envoyé par Cromwell. À qui? À Mazarin, et la reine avait deviné juste, nous avons été prévenus. Tout s'explique pour moi maintenant. Adieu, comte, à demain. Mais la nuit est noire, dit Athos en voyant lord de Winter agité d'une inquiétude plus grande que celle qu'il voulait laisser paraître, et vous n'avez peut-être pas de laquais? J'ai Tony, un bon, mais naïf garçon. Hola, Olivin, Grimaud, Blaisois, qu'on prenne le mousqueton et qu'on appelle monsieur le vicomte. Blaisois était ce grand garçon, moitié laquais, moitié paysan, que nous avons entrevu au château de Bragelonne, venant annoncer que le dîner était servi et qu'Athos avait baptisé du nom de sa province. 5 minutes après cet ordre donné, Raoul entra. « Vicomte, dit-il, vous allez escorter Milord jusqu'à son hôtellerie, et ne le laisserez approcher par personne. »« Ah, comte, dit de Winter, pour qui donc me prenez-vous ?»« Pour un étranger qui ne connaît point Paris, dit Athos, et à qui le vicomte montrera le chemin. »
De Winter lui serra la main. « Grimaud, dit Athos, mets-toi à la tête de la troupe et gare aux moines. » Grimaud tressaillit, puis il fit un signe de tête et attendit le départ en caressant avec une éloquence silencieuse la crosse de son mousqueton. « À demain, comte, dit de Winter. « Oui, milord. » La petite troupe s'achemina vers la rue Saint-Louis, Olivin tremblant comme sosie à chaque reflet de lumière équivoque, Blaisois assez ferme parce qu'il ignorait qu'on courût un danger quelconque, Tony regardant à droite et à gauche, mais ne pouvant dire une parole, attendu qu'il ne parlait pas français. De Winter et Raoul marchaient côte à côte et causaient ensemble. Grimaud, qui, selon l'ordre d'Athos, avait précédé le cortège, le flambeau d'une main et le mousqueton de l'autre, arriva devant l'hôtellerie de Winter, frappa du poing à la porte et, lorsqu'on fut venu ouvrir, salua Milord sans rien dire. Il en fut de même pour le retour. Les yeux perçants de Grimaud ne virent rien de suspect qu'une espèce d'ombre embusquée au coin de la rue Guénégaud et du quai. Il lui sembla qu'en passant, il avait déjà remarqué ce guetteur de nuit qui attirait ses yeux. Il piqua vers lui, mais avant qu'il pût l'atteindre, l'ombre avait disparu dans une ruelle où Grimaud ne pensa point qu'il était prudent de s'engager. On rendit compte à Athos du succès de l'expédition, et comme il était 10 heures du soir, chacun se retira dans son appartement. Le lendemain, en ouvrant les yeux, ce fut le comte à son tour qui aperçut Raoul à son chevet. Le jeune homme était tout habillé et lisait un livre nouveau de M. Chapelain. « Déjà levé, Raoul ?» dit le comte. « Oui, monsieur, » répondit le jeune homme avec une légère hésitation. « J'ai mal dormi. »« Vous, Raoul, vous avez mal dormi ? Quelque chose vous préoccupait donc ?» demanda Athos. « Monsieur, vous allez dire que j'ai bien grande hâte de vous quitter quand je viens d'arriver à peine, mais... » « Vous n'aviez donc que 2 jours de congé, Raoul ? Au contraire, monsieur, j'en ai 10. Aussi, n'est-ce point au camp que je désirerais aller. » Athos sourit. « Où donc ?» dit-il. « À moins que ce ne soit un secret, vicomte. Vous voilà presque un homme, puisque vous avez fait vos premières armes, et vous avez conquis le droit d'aller où vous voulez sans me le dire. »« Jamais, monsieur, » dit Raoul, « tant que j'aurai le bonheur de vous avoir pour protecteur, je ne croirais avoir le droit de m'affranchir d'une tutelle qui m'est si chère. J'aurais donc le désir d'aller passer un jour à Blois seulement. Vous me regardez et vous allez rire de moi ? Non, au contraire, dit Athos en étouffant un soupir. Non, je ne ris pas, vicomte. Vous avez envie de revoir Blois, mais c'est tout naturel. Ainsi, vous me le permettez ? S'écria Raoul, tout joyeux. Assurément, Raoul. Au fond du cœur, monsieur, vous n'êtes point fâché. Pas du tout. Pourquoi serais-je fâché de ce qui vous fait plaisir ? Ah, monsieur, que vous êtes bon, s'écria le jeune homme, faisant un mouvement pour sauter au cou d'Athos. Mais le respect l'arrêta. Athos lui ouvrit ses bras. Ainsi, je puis partir tout de suite ? Quand vous voudrez, Raoul. Raoul fit 3 pas pour sortir. Monsieur, dit-il, j'ai pensé à une chose, c'est que c'est à madame la duchesse de Chevreuse, si bonne pour moi, que j'ai dû mon introduction près de monsieur le prince. Et que vous lui devez un remerciement, n'est-ce pas, Raoul ? Mais il me semble, monsieur, cependant c'est à vous de décider. Passez par l'hôtel de Luynes, Raoul, et faites demander si madame la duchesse peut vous recevoir. Je vois, avec plaisir, que vous n'oubliez pas les convenances. Vous prendrez Grimaud et Olivin. Tous 2, monsieur ? Demanda Raoul avec étonnement. Raoul salua et sortit. En lui regardant fermer la porte, et en l'écoutant appeler de sa voix joyeuse et vibrante Grimaud et Olivin, Athos soupira. « C'est bien vite me quitter, » pensa-t-il en secouant la tête. Mais il obéit à la loi commune. La nature est ainsi faite, elle regarde en avant. Décidément, il aime cet enfant. Mais m'aimera-t-il moins pour en aimer d'autres ? Et Athos s'avoua qu'il ne s'attendait point à ce prompt départ. Mais Raoul était si heureux que tout s'effaça dans l'esprit d'Athos devant cette considération. À 10 heures, tout était prêt pour le départ. Comme Athos regardait Raoul monter à cheval,
un laquais le vint saluer de la part de madame de Chevreuse. Il était chargé de dire au comte de la Fère qu'elle avait appris le retour de son jeune protégé, ainsi que la conduite qu'il avait tenue à la bataille, et qu'elle serait fort aise de lui faire ses félicitations. « Dites à madame la duchesse, répondit Athos, que monsieur le vicomte montait à cheval pour se rendre à l'hôtel de Luynes. » Puis, après avoir fait de nouvelles recommandations à Grimaud, Athos fit de la main signe à Raoul qu'il pouvait partir. Au reste, en y réfléchissant, Athos songeait qu'il n'y avait point de mal, peut-être, à ce que Raoul s'éloignât de Paris en ce moment. Chapitre 45. Encore une reine qui demande secours. Athos avait envoyé prévenir Aramis dès le matin et avait donné sa lettre à Blaisois, seul serviteur qui lui fût resté. Blaisois trouva Bazin revêtant sa robe de bedeau. Il était ce jour-là de service à Notre-Dame. Athos avait recommandé à Blaisois de tâcher de parler à Aramis lui-même. Blaisois, grand et naïf garçon qui ne connaissait que sa consigne, avait donc demandé l'abbé d'Herblay, et, malgré les assurances de Bazin qu'il n'était pas chez lui, il avait insisté de telle façon que Bazin s'était mis fort en colère. Blaisois, voyant Bazin en costume d'église, s'était peu inquiété de ces dénégations et avait voulu passer outre, croyant celui auquel il avait affaire doué de toutes les vertus de son habit, c'est-à-dire de la patience et de la charité chrétienne. Mais Bazin, toujours valet de mousquetaire, lorsque le sang montait à ses gros yeux, saisit un manche à balai et rossa Blaisois en lui disant « Vous avez insulté l'Église, mon ami, vous avez insulté l'Église !» En ce moment, et à ce bruit inaccoutumé, Aramis était apparu, entr'ouvrant avec précaution la porte de sa chambre à coucher. Alors Bazin avait posé respectueusement son balai sur un des deux bouts, comme il avait vu à Notre-Dame le Suisse faire de sa hallebarde, et Blaisois, avec un regard de reproche adressé au Cerbère, avait tiré sa lettre de sa poche et l'avait présentée à Aramis. « Du comte de la Fère, dit Aramis, c'est bien. » Puis il était rentré sans même demander la cause de tout ce bruit. Blaisois revint tristement à l'hôtel du grand roi Charlemagne. Athos lui demanda des nouvelles de sa commission. Blaisois raconta son aventure. « Imbécile, dit Athos en riant, tu n'as donc pas annoncé que tu venais de ma part ? » ?»« Non, monsieur. »« Et qu'a dit Bazin quand il a su que vous étiez à moi ? » ?»« Ah, monsieur, il m'a fait toutes sortes d'excuses et m'a forcé à boire 2 verres d'un très bon vin muscat dans lequel il m'a fait tremper 3 ou 4 biscuits excellents. Mais c'est égal, il est brutal en diable. Un bedeau, fi donc. Bon, pensa Athos, du moment où Aramis a reçu ma lettre, si empêché qu'il soit, Aramis viendra. À 10 heures, Athos, avec son exactitude habituelle, se trouvait sur le pont du Louvre. Il y rencontra lord de Winter, qui arrivait à l'instant même. Ils attendirent 10 minutes à peu près. Milord de Winter commençait à craindre qu'Aramis ne vînt pas. « Patience, dit Athos, qui tenait ses yeux fixés dans la direction de la rue du Bac. Patience. Voici un abbé qui donne une gourmade à un homme et qui salue une femme. Ce doit être Aramis. » C'était lui, en effet. Un jeune bourgeois qui bâillait aux corneilles s'était trouvé sur son chemin, et d'un coup de poing, Aramis, qui l'avait éclaboussé, l'avait envoyé à 10 pas. En même temps, une de ses pénitentes avait passé, et comme elle était jeune et jolie, Aramis l'avait saluée de son plus gracieux sourire. En un instant, Aramis fut près d'eux. Ce furent, comme on le comprend bien, 2 grandes embrassades entre lui et lord de Winter. « Où allons-nous » dit Aramis. « Est-ce qu'on se bat par là, sacrebleu ? Je n'ai pas d'épée ce matin, et il faut que je repasse chez moi pour en prendre une. »« Non, dit de Winter, nous allons faire visite à Sa Majesté la Reine d'Angleterre. »« Ah, fort bien, dit Aramis. Et dans quel but cette visite ? Continua-t-il en se penchant à l'oreille d'Athos. Ma foi, je n'en sais rien. Quelques témoignages qu'on réclame de nous, peut-être. Ne serait-ce point pour cette maudite affaire, dit Aramis. Dans ce cas,
je ne me soucierais pas trop d'y aller, car ce serait pour empocher quelques semonces. Et depuis que j'en donne aux autres, je n'aime pas en recevoir. » « Si cela était ainsi, dit Athos, nous ne serions pas conduits à Sa Majesté par Lord de Winter, car il en aurait sa part. Il était des nôtres. »« Ah oui, c'est vrai. » « Allons donc. » Arrivés au Louvre, Lord de Winter passa le premier. Au reste, un seul concierge tenait la porte. À la lumière du jour, Athos, Aramis et l'Anglais lui-même purent remarquer le dénûment affreux de l'habitation qu'une avare charité concédait à la malheureuse reine. De grandes salles toutes dépouillées de meubles, des murs dégradés sur lesquels reposaient par places d'anciennes moulures d'or qui avaient résisté à l'abandon, des fenêtres qui ne fermaient plus et qui manquaient de vitres. Pas de tapis, pas de garde, pas de valet. Voilà ce qui frappa tout d'abord les yeux d'Athos, et ce qu'il fit silencieusement remarquer à son compagnon en le poussant du coude et en lui montrant cette misère des yeux. « Mazarin est mieux logé, » dit Aramis. « Mazarin est presque roi, » dit Athos, « et madame Henriette n'est presque plus reine. »« Si vous daigniez avoir de l'esprit, Athos, » dit Aramis, « je crois véritablement que vous en auriez plus que n'en avait ce pauvre monsieur de Voiture. » Athos sourit. La reine paraissait attendre avec impatience car, au premier mouvement qu'elle entendit dans la salle qui précédait sa chambre, elle vint elle-même sur le seuil pour y recevoir les courtisans de son infortune. « Entrez et soyez les bienvenus, messieurs, » dit-elle. Les gentilshommes entrèrent et demeurèrent d'abord debout. Mais, sur un geste de la reine qui leur faisait signe de s'asseoir, Athos donna l'exemple de l'obéissance. Il était grave et calme, mais Aramis était furieux. Cette détresse royale l'avait exaspéré. Ses yeux étudiaient chaque nouvelle trace de misère qu'il apercevait. « Vous examinez mon luxe ?» dit madame Henriette, avec un triste regard jeté autour d'elle. « Madame, » dit Aramis, « j'en demande pardon à votre majesté, mais je ne saurais cacher mon indignation de voir qu'à la cour de France on traite ainsi la fille de Henri IV. »« Monsieur n'est point cavalier ?» dit la reine à lord de Winter. « Monsieur est l'abbé d'Herblay, » répondit celui-ci. Aramis rougit. « Madame, dit-il, je suis abbé, il est vrai, mais c'est contre mon gré. Jamais je n'eus de vocation pour le petit collet, ma soutane ne tient qu'à un bouton, et je suis toujours prêt à redevenir mousquetaire. Ce matin, ignorant que j'aurais l'honneur de voir votre majesté, je me suis affublé de ces habits, mais je n'en suis pas moins l'homme que votre majesté trouvera le plus dévoué à son service, quelque chose qu'elle veuille ordonner. » « Monsieur le chevalier d'Herblay, » reprit de Winter, « est l'un de ces vaillants mousquetaires de Sa Majesté le roi Louis XIII dont je vous ai parlé, madame. » Puis, se retournant vers Athos, « Quant à monsieur, continua-t-il, c'est ce noble comte de la Fère, dont la haute réputation est si bien connue de votre majesté. »« Messieurs, dit la reine, j'avais autour de moi, il y a quelques années, des gentilshommes, des trésors des armées. À un signe de ma main, tout cela s'employait pour mon service. Aujourd'hui, regardez autour de moi. Cela vous surprendra sans doute. Mais pour accomplir un dessein qui doit me sauver la vie, je n'ai que lord de Winter, un ami de 20 ans, et vous, messieurs, que je vois pour la première fois, et que je ne connais que comme mes compatriotes. »« C'est assez, madame, » dit Athos en saluant profondément, « si la vie de 3 hommes peut racheter la vôtre. »« Merci, messieurs. Mais écoutez-moi, » poursuivit-elle. « Je suis non seulement la plus misérable des reines, mais la plus malheureuse des mères, la plus désespérée des épouses. Mes enfants, 2 du moins, le duc d'York et la princesse Charlotte, sont loin de moi, exposés aux coups des ambitieux et des ennemis. Le roi, mon mari, traîne en Angleterre une existence si douloureuse que c'est peu dire en vous affirmant qu'il cherche la mort comme une chose désirable. Tenez, messieurs,
Voici la lettre qu'il me fit tenir par Milord de Winter. Lisez. » Athos et Aramis s'excusèrent. « Lisez, » dit la reine. Athos lut à haute voix la lettre que nous connaissons, et dans laquelle le roi Charles demandait si l'hospitalité lui serait accordée en France. « Eh bien ?» demanda Athos, lorsqu'il eut fini cette lecture. « Eh bien, » dit la reine, « il a refusé. » Les deux amis échangèrent un sourire de mépris. « Et maintenant, madame, que faut-il faire ?» dit Athos. « Avez-vous quelque compassion pour tant de malheurs ?» dit la reine émue. « J'ai eu l'honneur de demander à votre majesté ce qu'elle désirait que M. d'Herblay et moi fissions pour son service. Nous sommes prêts. »« Ah, monsieur, vous êtes en effet un noble cœur !» s'écria la reine avec une explosion de voix reconnaissante. Tandis que lord de Winter la regardait en ayant l'air de lui dire « Ne vous avais-je pas répondu d'eux ?»« Mais vous, monsieur ?» demanda la reine à Aramis. « Moi, madame, » répondit celui-ci. « Partout où va monsieur le comte, fût-ce à la mort, je le suis sans demander pourquoi. Mais quand il s'agit du service de votre majesté, ajouta-t-il en regardant la reine avec toute la grâce de sa jeunesse, alors je précède monsieur le comte. »« Eh bien, messieurs, dit la reine, puisqu'il en est ainsi, puisque vous voulez bien vous dévouer au service d'une pauvre princesse que le monde entier abandonne, voici ce qu'il s'agit de faire pour moi. Le roi est seul avec quelques gentilshommes qu'il craint de perdre chaque jour, au milieu d'Écossais dont il se défie, quoiqu'il soit Écossais lui-même. Depuis que lord de Winter l'a quitté, je ne vis plus, messieurs. Eh bien, je demande beaucoup trop peut-être, car je n'ai aucun titre pour demander. Passez en Angleterre. Joignez le roi. Soyez ses amis. Soyez ses gardiens. Marchez à ses côtés dans la bataille. Marchez près de lui dans l'intérieur de sa maison, où des embûches se pressent chaque jour, bien plus périlleuses que tous les risques de la guerre. Et en échange de ce sacrifice que vous me ferez, messieurs, je vous promets, non de vous récompenser. Je crois que ce mot vous blesserait, mais de vous aimer comme une sœur et de vous préférer à tout ce qui ne sera pas mon époux et mes enfants. Je le jure devant Dieu. » Et la reine leva lentement et solennellement les yeux au ciel. « Madame, dit Athos, quand faut-il partir ?»« Vous consentez donc ?» s'écria la reine avec joie. « Oui, madame. Seulement, votre majesté va trop loin, ce me semble, en s'engageant à nous combler d'une amitié si fort au-dessus de nos mérites. Nous servons Dieu, madame, en servant un prince si malheureux et une reine si vertueuse. Madame, nous sommes à vous, corps et âme. »« Ah, messieurs, dit la reine, attendrie jusqu'aux larmes, voici le premier instant de joie et d'espoir que j'ai éprouvé depuis 5 ans. Oui, vous servez Dieu, et comme mon pouvoir sera trop borné pour reconnaître un pareil sacrifice, c'est lui qui vous récompensera, lui qui lit dans mon cœur tout ce que j'ai de reconnaissance envers lui et envers vous. Sauvez mon époux, sauvez le roi. Et bien que vous ne soyez pas sensible au prix qui peut vous revenir sur la terre pour cette belle action, laissez-moi l'espoir que je vous reverrai pour vous remercier moi-même. En attendant, je reste. Avez-vous quelque recommandation à me faire ? Je suis dès à présent votre ami, et puisque vous faites mes affaires, je dois m'occuper des vôtres. Madame, dit Athos, je n'ai rien à demander à votre majesté que ses prières. Et moi, dit Aramis, je suis seul au monde et n'ai que votre majesté à servir. La reine leur tendit sa main, qu'ils baisèrent, et elle dit tout bas à De Winter. Si vous manquez d'argent, milord, n'hésitez pas un instant, brisez les joyaux que je vous ai donnés. Détachez-en les diamants et vendez-les à un juif. Vous en tirerez 50 à 60 000 livres. Dépensez-les s'il est nécessaire, mais que ces gentilshommes soient traités comme ils le méritent, c'est-à-dire en roi. La reine avait préparé 2 lettres, une écrite par elle
une écrite par la princesse Henriette, sa fille. Toutes deux étaient adressées au roi Charles. Elle en donna une à Athos et une à Aramis, afin que si le hasard les séparait, ils pussent se faire reconnaître au roi. Puis ils se retirèrent. Au bas de l'escalier, De Winter s'arrêta. « Allez de votre côté, et moi du mien, messieurs, dit-il, afin que nous n'éveillions point les soupçons. Et ce soir, à 9 heures, trouvons-nous à la porte Saint-Denis. Nous irons avec mes chevaux tant qu'ils pourront aller, puis ensuite nous prendrons la poste. Encore une fois, merci, mes chers amis. Merci en mon nom, merci au nom de la reine. » Les 3 gentilshommes se serrèrent la main. Le comte de Winter prit la rue Saint-Honoré, et Athos et Aramis demeurèrent ensemble. « Eh bien, dit Aramis, quand ils furent seuls, que dites-vous de cette affaire, mon cher comte ? » « Mauvaise, répondit Athos, très mauvaise. Mais vous l'avez accueillie avec enthousiasme, comme j'accueillerais toujours la défense d'un grand principe, mon cher d'Herblay. Les rois ne peuvent être forts que par la noblesse, mais la noblesse ne peut être grande que par les rois. Soutenons donc les monarchies, c'est nous soutenir nous-mêmes. « Nous allons nous faire assassiner là-bas, dit Aramis. Je hais les Anglais, ils sont grossiers comme tous les gens qui boivent de la bière. »« Valait-il donc mieux rester ici, dit Athos, et nous en aller faire un tour à la Bastille ou au donjon de Vincennes, comme ayant favorisé l'évasion de M. de Beaufort ? Ah, ma foi, Aramis, croyez-moi, il n'y a point de regret à avoir. Nous évitons la prison et nous agissons en héros. Le choix est facile. »« C'est vrai, mais en toute chose, mon cher, il faut en revenir à cette première question, fort sotte, je le sais, mais fort nécessaire. Avez-vous de l'argent ? Quelque chose comme une centaine de pistoles que mon fermier m'avait envoyé la veille de mon départ de Bragelonne. Mais là-dessus, je dois en laisser une 50aine à Raoul. Il faut qu'un jeune gentilhomme vive dignement. Je n'ai donc que 50 pistoles à peu près. Et vous ? Moi, je suis sûr qu'en retournant toutes mes poches et en ouvrant tous mes tiroirs, je ne trouverai pas 10 louis chez moi. Heureusement que Lord de Winter est riche. Lord de Winter est momentanément ruiné, car c'est Cromwell qui touche ses revenus. Voilà où le baron Porthos serait bon, dit Aramis. Voilà où je regrette d'Artagnan, dit Athos. Quelle bourse ronde, quelle fière épée. Débauchons-les. Ce secret n'est pas le nôtre, Aramis. Croyez-moi donc, ne mettons personne dans notre confidence. Puis, en faisant une pareille démarche, nous paraîtrions douter de nous-mêmes. Regrettons à part nous, mais ne parlons pas. Vous avez raison. Que ferez-vous d'ici à ce soir ? Moi, je suis forcé de remettre 2 choses. Est-ce chose qui puisse se remettre ? Dame, il le faudra bien. Et quelles étaient-elles ? D'abord, un coup d'épée au coadjuteur, que j'ai rencontré hier soir chez madame de Rambouillet, et que j'ai trouvé monter sur un singulier ton à mon égard. Fi donc, une querelle entre prêtres, un duel entre alliés. Que voulez-vous, mon cher ? Il est ferrailleur, et moi aussi. Il court les ruelles, et moi aussi. Sa soutane lui pèse, et j'ai, je crois, assez de la mienne. Je crois parfois qu'il est Aramis, et que je suis le coadjuteur, tant nous avons d'analogie l'un avec l'autre. Cette espèce de sosie m'ennuie et me fait ombre. D'ailleurs, c'est un brouillon qui perdra notre parti. Je suis convaincu que si je lui donnais un soufflet, comme j'ai fait ce matin à ce petit bourgeois qui m'avait éclaboussé, cela changerait la face des affaires. « Et moi, mon cher Aramis, répondit tranquillement Athos, je crois que cela ne changerait que la face de M. de Retz. Ainsi, croyez-moi, laissons les choses comme elles sont. D'ailleurs, vous ne vous appartenez plus ni l'un ni l'autre. Vous êtes à la reine d'Angleterre et lui à la Fronde. Donc, si la seconde chose que vous regrettez de ne pouvoir accomplir n'est pas plus importante que la première... »« Oh, celle-là était fort importante. Alors faites-la tout de suite. Malheureusement, je ne suis pas libre de la faire à l'heure que je veux. C'était au soir.
tout à fait au soir. Je comprends, dit Athos en souriant. À minuit? À peu près. Que voulez-vous, mon cher? Ce sont choses qui se remettent que ces choses-là, et vous la remettrez, ayant surtout une pareille excuse à donner à votre retour. Oui, si je reviens. Si vous ne revenez pas, que vous importe? Soyez donc un peu raisonnable. Voyons, Aramis, vous n'avez plus 20 ans, mon cher ami. À mon grand regret, mordieu. Ah, si je les avais. Oui, dit Athos. Je crois que vous feriez de bonnes folies, mais il faut que nous nous quittions. J'ai, moi, 1 ou 2 visites à faire et une lettre à écrire. Revenez donc me prendre à 8 heures, ou plutôt, voulez-vous que je vous attende à souper à 7? Fort bien. J'ai, moi, dit Aramis, 20 visites à faire et autant de lettres à écrire. Et sur ce, ils se quittèrent. Athos alla faire une visite à madame de Vendôme, déposa son nom chez madame de Chevreuse et écrivit à d'Artagnan la lettre suivante. Cher ami, je pars avec Aramis pour une affaire d'importance. Je voudrais vous faire mes adieux, mais le temps me manque. N'oubliez pas que je vous écris pour vous répéter combien je vous aime. Raoul est allé à Blois et il y ignore mon départ. Veillez sur lui en mon absence du mieux qu'il vous sera possible. Et si, par hasard, vous n'avez pas de mes nouvelles d'ici à 3 mois, dites-lui qu'il ouvre un paquet cacheté à son adresse, qu'il trouvera à Blois dans ma cassette de bronze, dont je vous envoie la clé. Embrassez Porthos pour Aramis et pour moi. Au revoir, peut-être adieu. Et il fit porter la lettre par Blaisois. À l'heure convenue, Aramis arriva. Il était en cavalier et avait au côté cette ancienne épée qu'il avait tirée si souvent et qu'il était plus que jamais prêt à tirer. « Ah ça, dit-il, je crois que décidément nous avons tort de partir ainsi, sans laisser un petit mot d'adieu à Porthos et à d'Artagnan. »« C'est chose faite, cher ami, dit Athos, et j'y ai pourvu. Je les ai embrassés tous deux, pour vous et pour moi. »« Vous êtes un homme admirable, mon cher comte, dit Aramis, et vous pensez à tout. Eh bien, avez-vous pris votre parti de ce voyage? Tout à fait. Et maintenant que j'y ai réfléchi, je suis aise de quitter Paris en ce moment. Et moi aussi, répondit Athos. Seulement je regrette de ne pas avoir embrassé d'Artagnan, mais le démon est si fin qu'il eût deviné nos projets. À la fin du souper, Blaisois rentra. Monsieur, voilà la réponse de monsieur d'Artagnan. Mais je ne t'ai pas dit qu'il y eut réponse, imbécile, dit Athos. Aussi étais-je parti sans l'attendre, mais il m'a fait rappeler et il m'a donné ceci. Et il présenta un petit sac de peau tout arrondi et tout sonnant. Athos l'ouvrit et commença par en tirer un petit billet conçu en ces termes. Mon cher comte, quand on voyage, et surtout pour 3 mois, on n'a jamais assez d'argent. Or, je me rappelle nos temps de détresse, et je vous envoie la moitié de ma bourse. C'est de l'argent que je suis parvenu à faire suer aux Mazarins. N'en faites donc pas un trop mauvais usage, je vous en supplie. Quant à ce qui est de ne plus vous revoir, je n'en crois pas un mot. Quand on a votre cœur et votre épée, on passe partout. Au revoir donc, et pas adieu. Il va sans dire que du jour où j'ai vu Raoul, je l'ai aimé comme mon enfant. Cependant, croyez que je demande bien sincèrement à Dieu de ne pas devenir son père, quoique je fusse fier d'un fils comme lui. Votre d'Artagnan. P.S. Bien entendu que les 50 louis que je vous envoie sont à vous comme à Aramis comme à vous. Athos sourit, et son beau regard se voila d'une larme. D'Artagnan, qu'il avait toujours tendrement aimé, l'aimait donc toujours, tout Mazarin qu'il était. « Voilà, ma foi, les 50 louis, dit Aramis en versant la bourse sur une table, tous à l'effigie du roi Louis XIII. Eh bien, que faites-vous de cet argent, comte? Le gardez-vous ou le renvoyez-vous? Je le garde, Aramis, et je n'en aurais pas besoin que je le garderais encore. Ce qui est offert de grand cœur doit être accepté de grand cœur. Prenez-en 25, Aramis, et donnez-moi les 25 autres. À la bonne heure,
Je suis heureux de voir que vous êtes de mon avis. Là, maintenant, partons-nous? Quand vous voudrez. Mais n'avez-vous donc point de laquais? Non, cet imbécile de Bazin a eu la sottise de se faire bedeau, comme vous savez, de sorte qu'il ne peut pas quitter Notre-Dame. C'est bien. Vous prendrez Blaisois, dont je ne saurais que faire, puisque j'ai déjà Grimaud. Volontiers, dit Aramis. En ce moment, Grimaud parut sur le seuil. Prêt, dit-il, avec son laconisme ordinaire. Partons donc, dit Athos. En effet, les chevaux attendaient, tout scellés. Les deux laquais en firent autant. Au coin du quai, ils rencontrèrent Bazin, qui accourait, tout essoufflé. « Ah, monsieur, dit Bazin, Dieu merci, j'arrive à temps. Qu'y a-t-il? Monsieur Porthos sort de la maison et a laissé ceci pour vous, en disant que la chose était fort pressée et devait vous être remise avant votre départ. » Bon, dit Aramis, en prenant une bourse que lui tendait Bazin. Qu'est ceci? Attendez, monsieur l'abbé, il y a une lettre. Tu sais que je t'ai déjà dit que si tu m'appelais autrement que chevalier, je te briserais les os. Voyons la lettre. Comment allez-vous lire? Demanda Athos. Il fait noir comme dans un four. Attendez, dit Bazin. Bazin battit le briquet et alluma une bougie roulée avec laquelle il allumait ses cierges. À la lueur de cette bougie, Aramis lut. Mon cher d'Herblay, j'apprends par d'Artagnan, qui m'embrasse de votre part et de celle du comte de la Fère, que vous partez pour une expédition qui durera peut-être 2 ou 3 mois. Comme je sais que vous n'aimez pas demander à vos amis, moi je vous offre. Voici 200 pistoles dont vous pouvez disposer et que vous me rendrez quand l'occasion s'en présentera. Ne craignez pas de me gêner. Si j'ai besoin d'argent, j'en ferai venir de l'un de mes châteaux. Rien qu'à Bracieux, j'ai 20 000 livres en or. Aussi, si je ne vous envoie pas plus, c'est que je crains que vous n'acceptiez pas une somme trop forte. Je m'adresse à vous parce que vous savez que le comte de la Fère m'impose toujours un peu malgré moi, quoique je l'aime de tout mon cœur. Mais il est bien entendu que ce que j'offre à vous, je l'offre en même temps à lui. Je suis, comme vous n'en doutez pas, j'espère, votre bien dévoué. Du Vallon, de Bracieux, de Pierrefonds. Eh bien, dit Aramis, que dites-vous de cela? Je dis, mon cher d'Herblay, que c'est presque un sacrilège de douter de la providence quand on a de tels amis. Ainsi donc, nous partageons les pistoles de Porthos comme nous avons partagé les louis de d'Artagnan. Le partage fait à la lueur du raz de cave de Bazin, les deux amis se remirent en route. Un quart d'heure après, ils étaient à la porte Saint-Denis, où de Winter les attendait. Chapitre 46. Où il est prouvé que le premier mouvement est toujours le bon. Les 3 gentilshommes prirent la route de Picardie, cette route si connue d'eux, et qui rappelait à Athos et à Aramis quelques-uns des souvenirs les plus pittoresques de leur jeunesse. « Si Mousqueton était avec nous, dit Athos en arrivant à l'endroit où ils avaient eu dispute avec des paveurs, comme il frémirait en passant ici. Vous rappelez-vous, Aramis, c'est ici que lui arriva cette fameuse balle. »« Ma foi, je le lui permettrai, dit Aramis, car moi je me sens frissonner à ce souvenir. Tenez, voici au-delà de cet arbre un petit endroit où j'ai bien cru que j'étais mort. » On continua le chemin. Bientôt, ce fut à Grimaud, à redescendre dans sa mémoire. Arrivé en face de l'auberge où son maître et lui avaient fait autrefois une si énorme ripaille, il s'approcha d'Athos et, lui montrant le soupirail de la cave, il lui dit « Saucisson !» Athos se mit à rire, et cette folie de son jeune âge lui parut aussi amusante que si quelqu'un la lui eût racontée comme d'un autre. Enfin, après 2 jours et 1 nuit de marche, ils arrivèrent vers le soir, par un temps magnifique, à Boulogne, ville alors presque déserte, bâtie entièrement sur la hauteur. Ce qu'on appelle la basse ville n'existait pas. Boulogne était une position formidable. En arrivant aux portes de la ville, « Messieurs, dit de Winter, faisons ici comme à Paris. Séparons-nous pour éviter les soupçons.
J'ai une auberge peu fréquentée, mais dont le patron m'est entièrement dévoué. Je vais y aller, car des lettres doivent m'y attendre. Vous, allez à la première hôtellerie de la ville, à l'Épée du Grand Henri, par exemple. Rafraîchissez-vous, et dans 2 heures, trouvez-vous sur la jetée. Notre barque doit nous y attendre. » La chose fut arrêtée ainsi. Lord de Winter continua son chemin le long des boulevards extérieurs pour entrer par une autre porte, tandis que les 2 amis entrèrent par celle devant laquelle ils se trouvaient. Au bout de 200 pas, ils rencontrèrent l'hôtel indiqué. On fit rafraîchir les chevaux, mais sans les desseller. Les laquais soupèrent, car il commençait à se faire tard, et les 2 maîtres, fort impatients de s'embarquer, leur donnèrent rendez-vous sur la jetée, avec ordre de n'échanger aucune parole avec qui que ce fût. On comprend bien que cette recommandation ne regardait que Blésois. Pour Grimaud, il y avait longtemps qu'elle était devenue inutile. Athos et Aramis descendirent vers le port. Par leurs habits couverts de poussière, par certain air dégagé qui fait toujours reconnaître un homme habitué au voyage, les 2 amis excitèrent l'attention de quelques promeneurs. Ils en virent un, surtout, à qui leur arrivée avait produit une certaine impression. Cet homme, qu'ils avaient remarqué les premiers, par les mêmes causes qui les avaient fait, eux, remarquer des autres, allait et venait tristement sur la jetée. Dès qu'il les vit, il ne cessa de les regarder à son tour, et parut brûler d'envie de leur adresser la parole. Cet homme était jeune et pâle. Il avait les yeux d'un bleu si incertain qu'il paraissait s'irriter comme ceux du tigre, selon les couleurs qu'il reflétait. Sa démarche, malgré la lenteur et l'incertitude de ses détours, était raide et hardie. Il était vêtu de noir et portait une longue épée avec assez de grâce. Arrivés sur la jetée, Athos et Aramis s'arrêtèrent à regarder un petit bateau amarré à un pieu et tout équipé comme s'il attendait. « C'est sans doute le nôtre, » dit Athos. « Oui, » répondit Aramis, « et le sloop qui appareille là-bas a bien l'air d'être celui qui doit nous conduire à notre destination. Maintenant, continua-t-il, pourvu que de Winter ne se fasse pas attendre, ce n'est point amusant de demeurer ici. Il n'y passe pas une seule femme. »« Chut !» dit Athos. On nous écoutait. En effet, le promeneur qui, pendant l'examen des 2 amis, avait passé et repassé plusieurs fois derrière eux, s'était arrêté au nom de Winter. Mais, comme sa figure n'avait exprimé aucune émotion en entendant ce nom, ce pouvait être aussi bien le hasard qui l'avait fait s'arrêter. « Messieurs, » dit le jeune homme en saluant avec beaucoup d'aisance et de politesse, « pardonnez à ma curiosité, mais je vois que vous venez de Paris, ou du moins que vous êtes étranger à Boulogne. »« Nous venons de Paris, oui, monsieur, » répondit Athos avec la même courtoisie. « Qu'y a-t-il pour votre service ?»« Monsieur, » dit le jeune homme, « seriez-vous assez bon pour me dire s'il est vrai que monsieur le cardinal Mazarin ne soit plus ministre ?»« Voilà une question étrange, » dit Aramis. « Il l'est et ne l'est pas, » répondit Athos. « C'est-à-dire que la moitié de la France le chasse, et qu'à force d'intrigues et de promesses, il se fait maintenir par l'autre moitié. Cela peut durer ainsi fort longtemps, comme vous voyez. »« Enfin, monsieur, » dit l'étranger, « il n'est pas en fuite ni en prison. »« Non, monsieur, pas pour le moment du moins. »« Messieurs, agréez mes remerciements pour votre complaisance, » dit le jeune homme en s'éloignant. « Que dites-vous de ce questionneur » dit Aramis. « Je dis que c'est un provincial qui s'ennuie ou un espion qui s'informe. »« Et vous lui avez répondu ainsi ? » ?»« Rien ne m'autorisait à lui répondre autrement. Il était poli avec moi. Je l'ai été avec lui. Mais cependant, si c'est un espion... » »« Que voulez-vous que fasse un espion ? Nous ne sommes plus au temps du cardinal de Richelieu qui, sur un simple soupçon, faisait fermer les ports. »« N'importe, vous avez eu tort de lui répondre comme vous avez fait, » dit Aramis en suivant des yeux le jeune homme qui disparaissait derrière les dunes. « Et vous, » dit Athos, « vous oubliez que vous avez commis une bien autre imprudence. C'était celle de prononcer le nom de Lord de Winter. Oubliez-vous que c'est à ce nom que le jeune homme s'est arrêté ?
Raison de plus, quand il vous a parlé de l'inviter à passer son chemin. Une querelle, dit Athos. Et depuis quand une querelle vous fait-elle peur? Une querelle me fait toujours peur lorsqu'on m'attend quelque part, et que cette querelle peut m'empêcher d'arriver. D'ailleurs, voulez-vous que je vous avoue une chose? Moi aussi, je suis curieux de voir ce jeune homme de près. Et pourquoi cela? Aramis, vous allez vous moquer de moi. Aramis, vous allez dire que je répète toujours la même chose. Vous allez m'appeler le plus peureux des visionnaires. Après, à qui trouvez-vous que cet homme ressemble? En laid ou en beau? Demanda en riant Aramis. En laid, et autant qu'un homme peut ressembler à une femme. Ah, pardieu, s'écria Aramis, vous m'y faites penser. Non, certes, vous n'êtes pas visionnaire, mon cher ami, et à présent que je réfléchis, oui, vous avez ma foi raison. Cette bouche fine et rentrée, ces yeux qui semblent toujours aux ordres de l'esprit et jamais à ceux du cœur, c'est quelque bâtard de milady. Vous riez, Aramis. Par habitude, voilà tout. Car je vous le jure, je n'aimerais pas plus que vous à rencontrer ce serpenteau sur mon chemin. Ah, voici De Winter qui vient, dit Athos. Bon, il ne manquerait plus qu'une chose, dit Aramis, c'est que ce fussent maintenant nos laquais qui se fissent attendre. Non, dit Athos, je les aperçois. Ils viennent à 20 pas derrière Milord. Je reconnais Grimaud à sa tête raide et à ses longues jambes. Tony porte nos carabines. Alors, nous allons nous embarquer de nuit? Demanda Aramis en jetant un coup d'œil sur l'Occident, où le soleil ne laissait plus qu'un nuage d'or qui semblait s'éteindre peu à peu en se trempant dans la mer. C'est probable, dit Athos. Diable, reprit Aramis, j'aime peu la mer le jour, mais encore moins la nuit. Le bruit des flots, le bruit des vents, le mouvement affreux du bâtiment, j'avoue que je préférerais le couvent de Noisy. Athos sourit de son sourire triste, car il écoutait ce que lui disait son ami, tout en pensant évidemment à autre chose, et s'achemina vers De Winter. Aramis le suivit. Qu'a donc notre ami? Dit Aramis. Il ressemble aux damnés de Dante, à qui Satan a disloqué le cou et qui regardent leurs talons. Que diable a-t-il donc à regarder ainsi derrière lui? En les apercevant à son tour, De Winter doubla le pas et vint à eux avec une rapidité surprenante. « Qu'avez-vous donc, milord » dit Athos. « Et qui vous essouffle ainsi ?»« Rien, » dit De Winter, « rien. Cependant, en passant près des dunes, il m'a semblé... » Et il se retourna de nouveau. Athos regarda Aramis. « Mais partons, » continua De Winter, « partons. Le bateau doit nous attendre. Et voici notre sloop à l'ancre. Le voyez-vous d'ici? Je voudrais déjà être dessus. » Et il se retourna encore. « Ah, ça !» dit Aramis. « Vous oubliez donc quelque chose? »« Non, c'est une préoccupation. »« Il l'a vu, » dit tout bas Athos à Aramis. On était arrivé à l'escalier qui conduisait à la barque. De Winter fit descendre les premiers les laquais qui portaient les armes, les crocheteurs qui portaient les malles, et commença à descendre après eux. En ce moment, Athos aperçut un homme qui suivait le bord de la mer, parallèle à la jetée, et qui attend sa marche, comme pour assister de l'autre côté du port, séparé de 20 pas à peine, à leur embarquement. Il crut, au milieu de l'ombre qui commençait à descendre, reconnaître le jeune homme qui les avait questionnés. « Oh oh !» se dit-il, « serait-ce décidément un espion, et voudrait-il s'opposer à notre embarquement? Mais comme, dans le cas où l'étranger aurait eu ce projet, il était déjà un peu tard pour qu'il fût mis à exécution, Athos, à son tour, descendit l'escalier, mais sans perdre de vue le jeune homme. Celui-ci, pour couper court, avait paru sur une écluse. « Il nous en veut assurément, » dit Athos, « mais embarquons-nous toujours, et, une fois en pleine mer, qu'il y vienne. » Et Athos sauta dans la barque, qui se détacha aussitôt du rivage et qui commença de s'éloigner sous l'effort de 4 vigoureux rameurs. Mais le jeune homme se mit à suivre, ou plutôt à devancer la barque.
Elle devait passer entre la pointe de la jetée, dominée par le fanal qui venait de s'allumer, et un rocher qui surplombait. On le vit de loin gravir le rocher, de manière à dominer la barque lorsqu'elle passerait. « Ah ça !» dit Aramis à Athos, « ce jeune homme est décidément un espion. » « Quel est ce jeune homme ?» demanda de Winter en se retournant. « Mais celui qui nous a suivis, qui nous a parlé et qui nous a attendus là-bas, voyez. » De Winter se retourna et suivit la direction du doigt d'Aramis. Le phare inondait de clarté le petit détroit où l'on allait passer, et le rocher où se tenait debout le jeune homme, qui attendait la tête nue et les bras croisés. « C'est lui !» s'écria lord de Winter en saisissant le bras d'Athos. « C'est lui ! J'avais bien cru le reconnaître, et je ne m'étais pas trompé. »« Qui, lui ?» demanda Aramis. « Le fils de Milady !» répondit Athos. « Le moine !» s'écria Grimaud. Le jeune homme entendit ces paroles. On eût dit qu'il allait se précipiter, tant il se tenait à l'extrémité du rocher, penché sur la mer. « Oui, c'est moi, mon oncle, moi, le fils de Milady, moi, le moine, moi, le secrétaire et l'ami de Cromwell, et je vous connais, vous et vos compagnons. » Il y avait dans cette barque 3 hommes qui étaient braves, certes, et desquels nul homme n'eût osé contester le courage. Eh bien, à cette voix, à cet accent, à ce geste, ils sentirent le frisson de la terreur courir dans leurs veines. Quant à Grimaud, ses cheveux étaient hérissés sur sa tête, et la sueur lui coulait du front. « Ah !» dit Aramis, « c'est là le neveu, c'est le moine, c'est là le fils de Milady, comme il le dit lui-même. »« Hélas, oui, » murmura de Winter. « Alors, attendez !» dit Aramis, et il prit, avec le sang-froid terrible qu'il avait dans les suprêmes occasions, un des 2 mousquets que tenait Tony, l'arma et coucha en joue cet homme qui se tenait debout sur ce rocher comme l'ange des malédictions. « Feu !» cria Grimaud, hors de lui. Athos se jeta sur le canon de la carabine et arrêta le coup qui allait partir. « Que le diable vous emporte !» s'écria Aramis. « Je le tenais si bien au bout de mon mousquet, je lui eusse mis la balle en pleine poitrine. »« C'est bien assez d'avoir tué la mère, » dit sourdement Athos. « La mère était une scélérate qui nous avait tous frappés, en nous ou dans ceux qui nous étaient chers. »« Oui, mais le fils ne nous a rien fait, lui. » Grimaud, qui s'était soulevé pour voir l'effet du coup, retomba, découragé, en frappant des mains. Le jeune homme éclata de rire. « Ah, c'est bien vous, dit-il, c'est bien vous, et je vous connais maintenant. » Son rire strident et ses paroles menaçantes passèrent au-dessus de la barque, emportés par la brise, et allèrent se perdre dans les profondeurs de l'horizon. Aramis frémit. « Du calme, » dit Athos. « Que diable! Ne sommes-nous donc plus des hommes ?»« Si fait, » dit Aramis, « mais celui-là est un démon. Et tenez, demandez à l'oncle si j'avais tort de les débarrasser de son cher neveu. » De Winter ne répondit que par un soupir. « Tout était fini, » continua Aramis. « Ah, j'ai bien peur, Athos, que vous ne m'ayez fait faire une folie avec votre sagesse. » Athos prit la main de Winter et, essayant de détourner la conversation, « Quand aborderons-nous en Angleterre ?» demanda-t-il au gentilhomme. Mais celui-ci n'entendit point ces paroles et ne répondit pas. « Tenez, Athos, dit Aramis, peut-être serait-il encore temps. Voyez, il est toujours à la même place. » Athos se retourna avec effort. La vue de ce jeune homme lui était évidemment pénible. En effet, il était toujours debout sur son rocher, le phare faisant autour de lui comme une auréole de lumière. « Mais que fait-il à Boulogne ?» demanda Athos, qui, étant la raison même, cherchait en tout la cause, peu soucieux de l'effet. « Il me suivait, dit de Winter, qui, cette fois, avait entendu la voix d'Athos, car la voix d'Athos correspondait à ses pensées. « Pour vous suivre, mon ami, dit Athos, il aurait fallu qu'il sût notre départ, et d'ailleurs, selon toute probabilité, au contraire, il nous avait précédés. »« Alors je n'y comprends rien.
dit l'Anglais en secouant la tête comme un homme qui pense qu'il est inutile d'essayer de lutter contre une force surnaturelle. « Décidément, Aramis, dit Athos, je crois que j'ai eu tort de ne pas vous laisser faire. »« Taisez-vous, répondit Aramis, vous me feriez pleurer si je pouvais. » Grimaud poussa un grognement sourd qui ressemblait à un rugissement. En ce moment, une voile héla du sloop. Le pilote qui était assis au gouvernail répondit et la barque aborda le bâtiment. En un instant, hommes, valets et bagages furent à bord. Le patron n'attendait que les passagers pour partir. Et à peine eurent-ils le pied sur le pont que l'on mit le cap vers Hastings, où on devait débarquer. En ce moment, les trois amis, malgré eux, jetèrent un dernier regard vers le rocher, où se détachait, visible encore, l'ombre menaçante qui les poursuivait. Puis une voix arriva jusqu'à eux, qui leur envoyait cette dernière menace. « Au revoir, messieurs, en Angleterre !